Née dans la nuit du 17 au 18 mars par césarienne après 22 heures d'efforts et d'encouragement, Anne est arrivée dans ce monde. Camille et Jean sont désormais des parents comblés après l'accouchement. Le stress rattrape Camille. Elle est diagnostiquée avec une dépression postpartum. Sous les yeux infantiles de sa fille et son copain, elle sombre peu à peu dans l'enfer de l'alcool. La mère d'Anne n'est plus capable de répondre aux besoins de base de sa fille, donc Anne se détache lentement sur le plan affectif de Camille. Jean obtient la garde exclusive d'Anne après un passage à la cour de la petite enfance. Le père et sa fille aménagent chez la grand-mère Sylvie. Anne aide Sylvie à passer au travers le deuil de son mari. Elle passe ses journées à jouer et à lire des histoires à sa petite fille. Du coup, le développement cognitif de Anne est excellent. Elle crée des liens spéciaux avec Sylvie. À 11 mois, elle prononce son premier mot en appelant sa grand-maman maman. En revanche, Anne ne côtoie pas d'enfant de son âge avant ses 2 ans, ce qui crée un léger retard sur son développement social. Elle a tendance à s'isoler de plus en plus, suite à sa perte de confiance envers ses parents qui se chicanent souvent. De l'âge de 3 à 6 ans, Anne progresse rapidement sur le plan du développement cognitif. Elle est déjà capable de compter jusqu'à 50 sans problème. Elle passe rapidement du stade initial au stade intermédiaire car elle a une bonne maturation physique. Comme beaucoup d'enfants, Anne vit de l'anxiété quand il est temps d'aller se coucher. Donc pour l'aider, Sylvie lui raconte une histoire tirée d'un livre chaque soir au moment où elle va se coucher. Anne a un très bon développement cognitif qui est causé par les petites leçons que sa grand-mère lui fait. Elle intègre un service de garde à l'âge de 4 ans afin d'avoir un bon développement social. Au départ, elle s'isole des autres enfants, mais peu à peu, elle tisse un lien de confiance avec les adultes responsables et s'intègre aisément au groupe de pères. C'est ainsi qu'elle rencontre sa meilleure amie, Marie. De plus, le fait qu'elle interagisse avec d'autres enfants de son âge lui permet de développer un contrôle émotionnel, ce qui l'aidera grandement lors de sa transition en maternelle. De 6 à 11 ans, Anne consulte des professionnels de la santé et ressort avec un diagnostic qu'elle a bel et bien un problème d'anxiété généralisée. Quelques autres rendez-vous chez le médecin plus tard, elle ressort avec un diagnostic du TDA sans hyperactivité. Malgré de bonnes performances académiques, Anne mélange certaines lettres. Elle souffre de dyslexie. On remarque bien la nouvelle maîtrise émotionnelle d'Anne lorsqu'elle discute avec sa meilleure amie Marie, celle de verbaliser des émotions contradictoires. Anne est capable de cerner ce qui la rend triste, qui est aussi nouveau pour elle à son âge. Elle peut aussi dire ce qu'elle lui fait par peur. Elle a une faible volonté de contrôle sur ses émotions, elle a tendance à se mettre facilement en colère avec son père, mais avec sa mère, elle refoule beaucoup ses émotions, et malheureusement, cela a une influence sur la capacité d'Anne à la première année scolaire. Elle tend à avoir des comportements perturbateurs, plutôt elle provoque son père et sa conjointe refusent l'autorité de sa mère. Ça suppose alors un trouble émotionnel chez Anne, celui du trouble oppositionnel avec provocation. Le surpoids qu'Anne la rend réactive par celui du trouble par rapport à elle-même, puisqu'elle se fait intimider, cela diminue son estime de soi. La relation conflictuelle entre la mère et le père d'Anne a de mauvaises répercussions sur l'estime de soi et la socialisation d'Anne. De 11 à 20 ans, Anne se transforme peu à peu en jeune femme. Elle a sa première menstruation à 12 ans et ses formes commencent à grossir. Elle développe un problème d'alimentation sur l'hyperphagie. Elle réussit à vaincre ce problème suite au développement de l'autoconscience. Elle se lie d'amitié avec un garçon dénommé Jacob. Elle finit par être en couple avec ce dernier. Mais suite au coming out de son copain, Anne se sent trahie et avale son pot de médicaments. Après un bref séjour à l'hôpital, elle est diagnostiquée schizophrène. Elle prend des médicaments pour contrôler sa maladie. Suite à l'attention portée sur elle de la part de tous ses proches, elle décide de mettre sa gêne de côté et elle se met à avoir de nombreuses relations sexuelles non protégées. Elle contracte alors l'hépatite C. Devant la quarantaine, elle ne prend pas de médication, mais prend conscience de l'impact que peut avoir une vie sexuelle très active sur sa vie. Anne décide de se prendre en main et de prendre sa médication sur une base régulière pour diminuer les symptômes dus à sa schizophrénie, du fait même améliorer ses relations sociales avec les autres personnes qui l'entourent. Elle est rendue à l'âge où la maturité devient un point important dans sa vie. Elle prend alors conscience de ses forces et faiblesses et découvre ainsi une attirance pour l'art ainsi qu'une passion. Elle déménage alors à Paris après avoir découvert qu'elle est pansexuelle grâce à Kelly, une de ses amies. Rendue à Paris, Anne rencontre un jeune homme et c'est le coup de foudre. Elle commence à passer beaucoup de temps avec cet homme. Elle se rend compte qu'avec lui, tout ce qu'elle désire, elle a tout ce qu'elle désire, c'est l'amour accompli. Selon la théorie de l'amour de Robert Sternberg, Anne a tout ce qu'il lui faut dans la relation, donc l'intimité, la passion et l'engagement. Elle tombe enceinte de son copain. De 40 à 65 ans, soit au début de la quarantaine, en moins de 2 ans, Anne développe le syndrome d'épuisement professionnel. À la 7e semaine de sa grossesse, Anne fait une fausse couche et la cause de celle-ci est son âge et le fait qu'elle prenne de la médication durant la grossesse. Anne développe une légère dépression. Elle a eu de la difficulté à s'en sortir, mais elle a réussi après 2 ans. Elle décide de suivre une formation en communication. Ce stress qu'elle vit face à des préoccupations financières pourrait potentiellement mener à une diminution de la santé physique et mentale. Malheureusement pour elle, le risque est très faible. Anne se sépare de son copain et rencontre Leila. Elles deviennent des représentantes du mouvement LGBTQ. Anne a une carrière prolifique dans le domaine de la mode, juste à temps qu'elle développe un cancer du sein. De 65 ans à sa mort. Après de nombreuses séances de chimiothérapie, Anne réussit à vaincre son cancer. Lentement, la sénescence s'installe chez Anne. En effet, elle ressent peu à peu le déclin de ses fonctions physiques. Elle a davantage de difficultés à lire les journaux. Elle trouve plus échauffant de montrer des escaliers et va de moins en moins bien. Elle consulte pour essayer de comprendre ce qui se passe avec sa vie. Le médecin lui annonce qu'elle a des cataractes aux yeux.
Elle décide alors de passer sous le scalpel pour régler ce problème. À l'issue de l'opération, Anne prend conscience de son âge et décide d'essayer de repousser l'inévitable. Elle se met à avoir une meilleure motivation et de faire de l'exercice chaque fois que l'occasion se présente, que ce soit par des marches jusqu'au dépendant du coin ou bien en s'amusant avec un ballon lors des séances d'entraînement à la télévision. Anne prend plaisir à rester active. Une mauvaise nouvelle l'attend. Elle apprend que son père est décédé d'une crise cardiaque. Elle retourne alors au Québec avec Leila, qui lui apporte un soutien émotionnel important. Après consensus, les deux copines décident de rester dans la belle province pour passer du temps avec Camille, qui prend de l'âge aussi. Anne commence à peinturer pour conserver un certain niveau d'activité cognitive. Cette pratique fait appel à la mémoire procédurale de cette dernière. La peinture aide grandement Anne à passer au travers de la 7e crise du stade de développement psychosocial d'Erickson, soit la générativité versus la stagnation. La persévérance d'Anne d'en faire le plus possible correspond à la théorie de l'activité. Elle devient plus attentive et sélective face à ses décisions et ses activités qu'elle fait. Ce comportement reflète bien la théorie de la continuité. Camille décède 3 ans après le retour de sa fille unique dans son foyer. Anne est triste du départ soudain de sa maman qui est morte de vieillesse dans son sommeil. Léla est surprise d'Anne qui accepte bien le décès de Camille. En effet, sculptée par son parcours de vie, Anne a développé ce qu'on appelle la résilience. Les deux tourterelles retournent donc en France peu de temps après les funérailles de Camille. Elles désirent reprendre contact avec leur petit cercle d'amis. En effet, selon la théorie du convoi social, les personnes d'âge avancé vont préférer un plus petit nombre d'amitiés de meilleure qualité qu'un grand réseau social. Léla voit Anne perdre petit à petit le contrôle sur son corps. Après une consultation mensuelle chez le docteur, Anne apprend qu'elle est beaucoup moins en forme qu'auparavant. En effet, la chute des fonctions cognitives d'Anne a déclenché un processus inévitable appelé la phase terminale. Léla lit dans les documents médicaux de sa copine qu'il ne reste que très peu de temps à vivre, soit tout au plus 6 mois. Léla est choquée lorsqu'elle s'aperçoit qu'Anne n'a pas peur de la mort et qu'elle est plutôt sereine face à cette imminence. Après de longues discussions avec son amoureuse, Léla décide de porter à bien les derniers souhaits d'Anne en donnant des peintures à des musées qui acceptent de les exposer. Anne tremblait, s'éteint paisiblement dans les bras de sa conjointe un soir du mois de mai à l'âge de 83 ans.